Et bonjour, chers téléspectateurs de TV Liberté, bienvenue dans Politique et Économie. Et nous allons parler aujourd'hui avec Yves-Marie Adeline. Yves-Marie, bonjour, soyez le bienvenu sur le plateau de Politique et Économie. Aujourd'hui, ce sera plutôt la politique et aussi l'économie, bien sûr. Nous allons commencer par parler de votre nouvelle fonction au sein de l'ICEP. Alors, qu'est-ce que c'est l'ICEP et à quel titre Yves-Marie est dans cet honorable établissement? ICEP, qu'est-ce que vous avez? Institut des sciences sociales et politiques. Voilà. Alors Yves-Marie Adeline, vous êtes auteur de très nombreux livres qui justifiaient que vous fussiez présent au sein de l'ICEP. Histoire mondiale des idées politiques, histoire mondiale de la philosophie, histoire mondiale de la Grande Guerre mondiale, et auteur d'une anthropologie aussi, entre autres, parce que je cite là 4 livres qui sont en rapport avec nos sujets d'aujourd'hui, mais vous avez écrit plus de 35 livres, sauf erreur de ma part. Et au sein de cet institut, vous êtes membre du conseil scientifique, n'est-ce pas? C'est bien ça? Oui, oui. Et rédacteur en chef de la revue qui s'appelle Les Cahiers de l'ICEP. Oui. Alors, pour les téléspectateurs qui pourraient l'ignorer, la patronne, c'est Marion Maréchal. Marion Maréchal. Oui. En réalité, vous êtes entouré d'hommes comme, je pense notamment à Patrick Louis. Oui, qui est un brillant universitaire lyonnais. C'est une école qui est située à Lyon. Donc évidemment, il était bon que des Lyonnais, que c'est quand même une grande ville, le Lyon bien sûr, il y a tout à fait ce qu'il faut comme personnel pour venir donner des cours. Cela dit, des cours seront donnés d'un peu partout, il y a des intervenants qui viendront d'un peu partout. Il se trouve que Marion Maréchal m'a fait approcher par des gens de son entourage et je lui ai répondu que ça faisait 30 ans que j'attendais que quelqu'un prenne cette initiative et donc je suis ravi de monter cette Sciences Po nouvelle et émancipée de tout ce qui affecte aujourd'hui et endommage l'enseignement délivré dans les instituts d'études politiques en France. Oui, c'est essentiellement la Sciences Po. C'est-à-dire que pensée unique. Alors c'est la pensée unique, ça c'est un premier défaut. Le deuxième défaut, c'est une culture générale extrêmement superficielle. Oui. La culture générale à Sciences Po, ce sont des articles du Nouvel Obs, hein. Ça va pas au-delà. Et du monde, et du monde bien sûr. Et donc et puis il y a par ailleurs évidemment une espèce de sectarisme idéologique qui fait que on n'est pas forcément très heureux à Sciences Po. Et donc là, l'idée de Marion Maréchal est de créer une Sciences Po où on pourrait enfin faire l'apprentissage des savoirs d'une manière générale, connaître la pensée des uns et des autres. Vous savez qu'à Sciences Po Paris, par exemple, ou à d'autres Sciences Po, il n'y a même pas de cours d'histoire des idées politiques. Ça n'existe plus. C'est-à-dire les cours d'histoire des idées politiques, et comme vous le savez, j'ai une certaine compétence dans ce domaine, se dispensent dans des écoles de commerce, je sais pas moi, HEC, le Subdeco Paris et beaucoup d'autres écoles de management, et puis dans les facs de droit. Mais à Sciences Po, en fait, on n'apprend pas du tout ces choses-là, parce que ça pourrait donner à certains étudiants des idées qu'on ne souhaite pas qu'ils aient, puisqu'on forme uniquement l'élite dirigeante administrative, si vous voulez, du pays. Et on veut surtout que ces gens-là ressortent tous avec très formatés, un peu comme les journalistes qui sortent de l'école de Lille, si vous voulez. Oui. Ils pensent tous la même chose, ils croient tous aux mêmes choses, etc. Donc voilà, on voudrait sortir de ça. On pourrait être un journaliste au bénéfice, par exemple, de l'ENA et de l'école de la magistrature. L'ENM, qui est une école absolument catastrophique, parce que les magistrats n'ont aucune formation en philosophie du droit, ils prennent absolument aucun recul sur les principes de la justice, ce qui d'ailleurs participe d'une décadence générale de l'esprit juridique et de l'esprit judiciaire dans notre pays. Ça, c'est très préoccupant. C'est en effet préoccupant. Oui, par exemple, on comprend plus du tout ce que c'est qu'un avocat. Un avocat, c'est quelqu'un qui défend.
Et c'est cette merveilleuse invention des Grecs qui a consisté à dire que toute personne, même la plus grande canaille et le plus grand criminel, a le droit d'être défendu. Ça, c'est une idée qui est en train de disparaître. Et donc, nous assistons à une régression de notre civilisation. C'est une régression civilisationnelle, oui, tout à fait. On finit même par dire un tel, l'avocat de Monsieur Dupont, lequel Monsieur Dupont est un personnage très mal vu par le corps social, mais on n'est pas l'avocat de Monsieur Dupont. C'est pas un métier, avocat de Monsieur Dupont. On est un avocat tout court. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc on a ça, on a le mélange, la confusion entre, par exemple, la loi et la justice. Bien sûr. Et la loi et la morale. Alors, déjà une confusion entre la loi et la morale, parce que la loi est là pour faire des régulations politiques, donc bien sûr que les choses ne peuvent pas être complètement étanches l'une à l'autre, mais il n'empêche que la loi est du domaine du politique. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et puis, on voit bien le drame entre la loi et la justice. Je vais vous donner un seul exemple. Il y a une mère de famille qui a été prise à voler dans un supermarché de Poitiers, et elle avait été relaxée par le juge, car heureusement, on est quand même sorti de la justice révolutionnaire à peu près au tournant du XXe siècle. On a rendu au juge la possibilité d'émettre des jugements en équité, oui. Et donc là, le juge l'avait relaxée. Eh bien, le parquet avait fait appel. Ouais, ce qui montre bien la décadence, parce que il s'agit pas de dire que cette dame n'a pas volé, il s'agit de dire qu'elle n'est pas coupable du vol. Pourquoi ? Parce qu'elle avait 3 enfants à sa charge, c'était une femme seule, elle a volé pour nourrir ses enfants. Elle n'a pas volé des barésilles, elle a volé des paquets de nouilles, des choses de première nécessité. Et ça, vous trouvez cette sagesse-là chez saint Thomas d'Aquin. C'est pas du tout une vision très moderne des choses. C'est une vision, au contraire, qui rentre dans la civilisation de l'amour et de la charité. Eh bien, ça, c'est en train de disparaître. Puisqu'on finit par vous dire, eh bien, alors, si on relaxe cette dame, alors il n'y a plus de vol dans les magasins. Mais si, elle a fait un vol, mais le juge, il ne juge pas le vol. Ça, c'est le législateur qui décide si c'est un vol ou pas d'aller piquer des nouilles dans un magasin. Le juge, il juge une voleuse. Et non pas un vol. Et donc, selon les circonstances, eh bien, une autre personne qui aurait volé la même chose le même jour, au même moment, pourrait très bien être condamnée et pas elle. Vous voyez, ça sont des choses que je ne comprends plus. Et on peut même aller jusqu'à condamner, à juger le péché. Par exemple, le péché d'homophobie ou d'islamophobie, que sais-je encore. Ce sont des néo-péchés, des nouveaux péchés. Des nouveaux péchés. Mais ils sont considérés comme des péchés. Or, ce ne sont pas en soi des actes. Oui, bien sûr, bien sûr. On va juger, là, et nous en avons parlé dans une précédente émission, mais on va juger l'éventuelle pensée d'amont. Oui, à propos de l'islam, vous m'avez invité. C'est gravissime. Oui, tout à fait. Ouais, c'est gravissime. Ouais. Alors, il s'agit donc, avec l'ICEP, de remettre les idées en place, en quelque sorte. Oui, c'est ça, d'offrir aux étudiants. Il ne s'agit surtout pas de tomber d'un sectarisme dans un autre. Surtout pas. Alors, la presse a fait des gorges chaudes parce que certains intervenants de l'ICEP ou certains membres du conseil scientifique pouvaient avoir eu des engagements politiques, mais moi, mes étudiants seraient bien en peine de savoir ce que je pense. Alors là, à l'ICEP, ça va être un peu difficile de le leur cacher, mais lorsque je leur fais des cours de sciences politiques, par exemple, s'ils ne savent pas quel a été mon parcours à une autre époque. Donc, et encore une fois, il ne s'agit pas de faire une Sciences Po de droite. Non, c'est pas ça. Non. Ni militantisme, non, surtout pas. Ni engagement caractérisé à droite. Il s'agit de remettre les idées à l'endroit. Oui, voilà, parce que ce n'est pas le lieu de l'ICEP ou de quelconque Sciences Po, d'ailleurs. Ce que vous avez dit sur le droit, n'est ni de droite ni de gauche, si je puis dire. Absolument pas. C'est le droit. C'est le droit, alors évidemment... Dans la tradition européenne. Voilà, alors on peut être hostile à la tradition européenne, à ce merveilleux cadeau que les Grecs nous ont fait. On peut très bien... régresser, pourquoi pas, et sortir de cette civilisation. Beaucoup de gens nous y poussent, d'ailleurs, de manière générale. C'est l'esprit du temps. Voilà, c'est l'esprit du temps. Mais on peut dire la même chose en économie. Par exemple, la France s'est illustrée par la pensée de très grands penseurs libéraux. Je pense à Turgot, je pense à Cantillon, je pense à Condillac, je pense à Benjamin Constant, je pense à Frédéric Bastiat, je pense à Raymond Aron, je pense à Jean-François Revel. Parle-t-on de ces auteurs à Sciences Po ?
Oui, ça c'est vrai. Certes pas. J'avais un ami qui était maître de conférence à Sciences Po et qui faisait une conférence de méthode. Moi, je n'ai pas pu. Sciences Po Paris a dû me payer un cours sans que je vienne. Il m'a dit, écoutez, on vous paye, mais ne venez pas, puisqu'il y a des étudiants qui ne souhaitaient pas que je vienne donner une conférence de méthode il y a déjà quelques années de cela. Et donc, comme le contrat était passé, il a bien fallu que Sciences Po me paye. Et c'était du temps, l'ère glorieuse de cet homme-là qui est mort dans des conditions bizarres à New York. Oui, je vois très bien, oui. Et donc, j'avais ce camarade qui lui donnait aussi alors qu'il était beaucoup moins, disons, connu, on va dire, que moi. Donc, il pouvait passer un peu plus inaperçu. Et quand il voulait faire lire ce genre d'auteur, les étudiants disaient non. Par principe, on ne veut pas connaître cette pensée. Ça, c'est terrible. Moi, j'enseigne Marx, je ne suis pas marxiste. Un jour, vous m'avez reçu sur les Nouveaux Seigneurs, où je m'appuie sur une analyse que j'appelais marxienne, non pas marxiste. Tout à fait. Et de l'évolution des outils de production. Vous avez été rejoint, mon cher Yves-Marie, sur votre analyse des Nouveaux Seigneurs, par un auteur tout à fait éminent qui s'appelle Michel Geoffroy, et qui a fait un livre tout à fait remarquable qui a été à votre place sur ce plateau, la superclasse mondiale contre les peuples. Oui, c'est vrai. Et il fait la même analyse. C'est-à-dire qu'en 1991, les capitalistes, l'oligarchie capitaliste, laquelle est monopolistique, alors que les libéraux sont anti-monopole, attention. Eh bien, cette oligarchie s'est trouvée libérée de toute considération, de prise en compte du problème des peuples et des problèmes sociaux en général. Ce qui nous a donné le nouvel ordre mondial. Mais fermons la parenthèse, donc vous avez été un prédécesseur. Et donc vous intervenez à l'ICEP à ce titre, je répète, en tant qu'historien, histoire mondiale des idées, en tant que conseiller scientifique et bien sûr rédacteur en chef de la revue Les Cahiers de l'ICEP. Alors, il y aura, après la pause, une ultime question sur l'ICEP, et ensuite nous allons venir sur la politique en général, puisque vous nous avez ouvert la porte avec la réflexion sur l'incroyable fermeture de Sciences Po. Eh bien, je vous en laisse le suspense pour la seconde partie de notre émission. Alors, Yves-Marie, vous êtes donc membre du conseil scientifique de l'ICEP, rédacteur en chef de la revue Les Cahiers de l'ICEP. J'ai envie de vous poser une question un petit peu méchante. Allez, est-ce que faire l'ICEP, faire tout cela, quoique vous ayez brillamment démontré l'importance de la réflexion, est-ce que tout ça n'est pas un petit peu ce que faisaient les Byzantins en 1453, dissertant sur le sexe des anges pendant que les Ottomans étaient aux portes? Autrement dit, il y a quand même urgence aujourd'hui. Alors, d'une part, c'est une question effectivement à laquelle il est nécessaire de répondre. D'une part, on ne va pas disserter sur le sexe des anges. Non, ça. Mais d'autre part, vous savez, comment dirais-je, la politique. Alors, l'ICEP n'est pas non plus un institut qui formerait des gens au militantisme politique. Mais il n'empêche que on ne peut pas dissocier l'action de la pensée. Il faut savoir marcher sur deux jambes. La pensée entraîne l'action et vice-versa. Et vice-versa, ce sont les idéologues qui croient qu'il n'y a que la pensée qui entraîne l'action et jamais la pratique qui instruit la théorie. Donc en fait, on ne peut pas nier l'un. Vous savez, c'est à force de créer justement des générations de gens préformatés et qui ne pensent à rien que nous sommes arrivés dans la situation actuelle. Je me souviens, à l'époque où j'étais directeur de cabinet de Jean Arthuis, je me souviens d'avoir discuté avec un jeune préfet qui parlait de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne.
Alors, on ne parlait pas encore tout à fait d'Union européenne parce que... c'était la communauté européenne. C'était la communauté européenne. Et enfin, mais quand même, Maastricht venait de passer, donc on était déjà en fait en Union européenne. Et il me parle de l'entrée de la Turquie. Je lui dis, mais enfin, ça pose un problème. Ben non, pourquoi me répond-il la balance des paiements, etc. Il me parle d'épicerie, pardonnez-moi de dire les choses comme ça. Et je lui dis, mais enfin quand même, c'est la nation de Soliman le Magnifique, c'est pas notre histoire. De qui, dites-vous? Me répond-il. Donc voilà, à force d'avoir formé une génération de cadres analphabètes, illettrés et voilà, enfin surtout incultes, plus qu'analphabètes, quand même, je suis un peu méchant. Eh bien, nous sommes arrivés dans cette situation-là où on ne sait plus ce que c'est que l'Europe, qui n'est pas une géographie mais une histoire, qui est une civilisation. Et qui n'est pas une nation mais une civilisation. Qui est une civilisation, qui n'est pas une nation. C'est tout le problème de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est qu'un État? Qu'est-ce qu'il faut pour faire un État? On ne s'est jamais posé ces questions-là en cours de sciences politiques. Moi, je dirais ce que c'est ce qui est indispensable pour fabriquer un État. Et on pourrait dire qu'il était Soliman le Magnifique et dire aussi que M. Erdogan rêve de... oui, c'est ça, il essaye de renouer avec... C'est un nouveau sultan. Oui, et vous savez, on peut le regretter, je fais partie de ceux qui le regrettent. Je suis allé il y a pas très longtemps, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, à Constantinople. C'est une ville où je m'étais rendu 30 ans plus tôt, et j'ai bien vu l'islamisation de la ville, l'arrivée massive d'Anatoliens, des foulards partout. Ce sont ces Anatoliens qui ont voté qui pour, ont fait Erdogan, absolument, c'est ça, les sûr. bataillons d'Erdogan. Et puis la difficulté à être dans des quartiers, à se faire servir l'équivalent de l'ouzo chez les Turcs, pendant que je vous parle, le nom m'échappe. Mais est-ce que c'est le raki? Oui, c'est ça. Raki. Oui, parce que le i se prononce. Oui, le i se prononce. Et puis même dans des quartiers comme là où il y a aujourd'hui, enfin comment dirais-je, le patriarcat, etc., qui sont des quartiers totalement islamisés désormais. Il y a guère que l'extrême centre autour de Sainte-Sophie, où on peut commander une bière. Hein. Enfin bref, on peut regretter ça, mais en tout cas, c'est un pays qui retrouve un peu son passé dans une ville qui, elle, a eu un autre passé. C'est une autre question. Voilà, ça nous ramène de nouveau au sexe des anges il y a 1450 ans. Oui, absolument. Mais là, vous voyez que c'est pas le sexe des anges. Il s'agit de former des cadres. D'ailleurs, Marion n'a jamais dit qu'elle voulait former des cadres politiques. Elle a dit que ces cadres-là devaient s'investir dans les entreprises, dans des administrations, et pourquoi pas en politique, mais au moins avec un véritable bagage. Donc, encore une fois, on marche sur 2 pieds, la pensée et l'action. Par ailleurs, qu'est-ce que deviendra tout ça? Je ne vous ai jamais dit que Marion Maréchal était sous-douée en politique, pour faire la politique. Alors, Yves-Marie, nous allons aller tout naturellement sur la situation politique de notre pays. Car il s'est passé quand même un événement intéressant cet été, c'est que Macron, Bonaparte, Macron, Jupiter, a brutalement atterri avec des baisses très sensibles dans les sondages. Alors les sondages, bon, vous pourrez leur faire un sort, mais malgré tout, il est encore moins bien placé que Hollande à la même époque, c'est-à-dire au bout de pratiquement 18 mois de mandat, même pas, 15 à 16 mois de mandat. Alors, finalement, Macron et les Gaulois, c'est le désamour. Alors, beaucoup de gens avaient peur de cette élection hors sol. Oui, c'est une bonne expression. De Macron. Je me souviens à cette époque-là. En même temps, il portait beaucoup d'espoir chez beaucoup de gens qui voyaient en lui quelqu'un qui serait capable de renouveler beaucoup de choses, qui voyait en lui quelqu'un qui pourrait réformer, et il faut lui reconnaître qu'il a fait quelques réformes qui étaient courageuses, avec la SNCF, etc., par exemple, même si on peut... Dans l'actualité, il y a, par exemple, la réforme des prud'hommes. Oui, voyez, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un... Alors, mais en même temps, il a beaucoup déçu... comme lui, vous parlez comme lui, en même temps. Alors, on ne peut pas stigmatiser quelqu'un sur ses tics de langage. Je sais qu'on on le surnomme en même temps. Bon, alors, voyons... mais oui, mais en même temps, ça signifie que... Ah oui, s'il est l'un et l'autre. Oui, c'est ça, on voudrait le beurre et l'argent du beurre. Alors, il a été un réformateur, il le sera peut-être encore, et il fallait quelqu'un comme ça.
il a eu une réussite à la présidentielle qui est tout à fait extraordinaire et qui montrait, à mon avis, qui exprimait un malaise politique en France, comme ailleurs d'ailleurs, enfin en l'occurrence là, en France, qui a abouti finalement à l'élection de Macron. J'ai publié un article sur le cercle Angle-Miroir, vous savez, sur où j'avais été invité sur cette antenne, mais pas avec vous. Pour un Zoom. Pour un Zoom, et je montrais comment finalement les choses avaient abouti à ce phénomène Macron. Oui, mais pardonnez-moi de vous interrompre, mais ce phénomène est largement explicable par des soutiens. D'avoir un petit coup d'État judiciaire quand même, oui, c'est vrai. Qui a enfoncé ce pauvre Fillon pour 3 fois rien, et le soutien puissant des médias et des financiers qui sont derrière les médias. Mais dire qu'il y a des financiers derrière les médias, c'est parler des médias. C'est vrai, mais on aurait pu penser que cette élection hors sol était une élection sans peuple. Et finalement, au lendemain de la présidentielle, il a quand même réussi à avoir des députés. Alors, avec plusieurs défauts. Oui. Le premier défaut, c'est que ces députés-là, pour beaucoup d'entre eux, étaient des amateurs. Totalement. Trop amateurs. Oui, ils sont entre les mains des fonctionnaires. Alors, en fait, voilà, c'est ça. Et ce qui fait que ça fait partie des problèmes aujourd'hui que rencontre M. Macron. Parce que le parti qu'il a monté, La République En Marche, a un fonctionnement très opaque. Les décisions sont prises, on ne sait pas comment, en petit comité. Il y a une surinformation des militants du parti. Et pour ne rien dire, pour ne rien leur dire, pour leur dire voilà comment les choses se passent. Alors que dans les réunions de campagne de M. Macron, c'en était même un peu démagogique et ridicule, mais on faisait remplir des questionnaires par tout le monde. Je ne parle pas des très grands meetings où là il y avait une campagne 2.0 avec une claque derrière lui qui, avec un portable, savait que à telle heure il fallait dire youpi, bravo, sans même prévoir ce que dirait le candidat, mais même sans parler de ça. Donc il y a eu pendant la campagne, une promesse d'un fonctionnement, tout ce qu'il y a de plus horizontal de la politique. Une fois qu'il est arrivé au pouvoir, ça a été totalement vertical. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Et effectivement, qui portent aujourd'hui la Macronie, si je puis dire, ce sont des soutiens qui ne sont pas des soutiens populaires, qui sont des soutiens dans la haute administration. Qui ne sont pas des soutiens démocratiques. Démocratiques, pour parler. Le mot a failli sortir de ma bouche, et j'avais remplacé ça par populaire. Oui, mais vous parce avez que raison. je n'ignore pas que nous sommes en oligarchie et que la démocratie n'est qu'un Car vous avez écrit décor sur la question avec les nouveaux seigneurs. Oui. Mais justement, un parti en même temps qui est très contradictoire. Il y a des socialistes, il y a des libéraux, pour faire rapide. Oui. Un parlement entre les mains des fonctionnaires qui n'existe pas, qui est un parlement croupion. Mais ça s'explique assez facilement. Si l'on n'avait pas porté atteinte à tout l'héritage gaullien, nous aurions, comme l'avait souhaité De Gaulle, alors c'était peut-être illusoire, mais nous aurions un président monarque qui préside, comme on dit d'un roi qu'il règne, un Premier ministre qui gouverne, et ce Premier ministre, évidemment, est en lien étroit avec une majorité parlementaire, puisque cet exécutif du Premier ministre est issu de la volonté parlementaire et donc de la volonté populaire. Et donc il y a deux autorités qui cohabitaient avec la Ve République, qui est une sorte de monarchie élective, avec une élection limitée dans le temps. C'est pas l'élection à la polonaise qui durait toute la vie. Donc à partir du moment où on a supprimé quasiment l'utilité du Premier ministre, qui n'est plus que le collaborateur, comme disait Nicolas Sarkozy, du président de la République, à quoi sert aussi l'Assemblée ? L'Assemblée. Parce que le Sénat joue malgré tout son rôle. Et d'autant plus facilement que le Sénat n'a pas... La République En Marche n'est pas présente au Sénat. Alors il y a des sénateurs éminents qui l'ont rejoint, mais enfin il n'y a pas de parti politique macronien. Donc ça c'est pas tellement la faute de Macron, c'est arrivé avant, c'est arrivé par des gens qui prétendument se réclamaient d'ailleurs de l'héritage gaullien, prétendument, et qui ont créé un président avec uniquement un collaborateur, et comme le pouvoir ne se partage pas, ça c'est une des grandes leçons de Jean Bodin, il n'y a qu'un seul pouvoir,
qui existe, c'est celui de légiférer, mais qui légifère? C'est pas obligatoirement le parlementaire, ça peut être l'exécutif. Et ça, c'est aussi à enseigner d'ailleurs dans une école de sciences politiques. 80% des lois sont des projets de loi et viennent donc de l'exécutif. Et qui sont des projets et non pas des propositions. Le vocabulaire est parlant. Alors cela dit, en France, de toute façon, dans le cas de l'Union européenne, 90% des lois sont européennes. Mais voilà, donc ça, je ne pense pas qu'on puisse en faire, disons, le reproche à M. Macron lui-même. Mais c'est vrai que... Sauf peut-être qu'il avait perçu le pouvoir de l'oligarchie. Je ne parle pas de l'oligarchie externe, internationale. Je parle de l'oligarchie typiquement française, c'est-à-dire l'énarchie. Or, les grands corps les grands corps de l'État sont le Conseil d'État, l'Inspection des Finances, et là, nous sommes alors totalement... C'est la réalité du pouvoir. Et Macron est entre leurs mains. Mais il en est issu. Et il en est issu. Il en est issu, donc ça c'est un peu normal. Alors après, il se cherche désormais une légitimité dans les prochaines européennes, ce qui explique son comportement actuel. Alors, justement, les européennes, c'est là-dessus que je comptais vous interroger. Ouais. Nous en parlerons en troisième partie, mais cette oligarchie, elle n'a jamais été aussi puissante. Et elle est en situation de déroger à toutes les lois en matière de rémunération, vous le savez. Pas seulement en matière de rémunération. Oui, mais c'est important de le dire, parce que nous avons une madame Agnès Salle, qui vient d'être nommée à la culture contre la discrimination, qui était patronne de l'INA à 185 000 € par an. Ma source, c'est un livre que je recommande à nos téléspectateurs, et notamment aux étudiants de Sciences Po. Bien sûr, par exemple, de l'ICEP, Sciences Po Rouge, enfin Sciences Po Paris, pardon. Ah oui. non, mais je le recommande aussi aux étudiants de l'ICEP. Ben, bien sûr. Ça s'appelle Les Intouchables d'État. Ah oui, oui. Et c'est pas seulement une question d'argent. Vous avez cité une rémunération qui est importante. Ouais. Après tout, bon, quand on occupe un poste très important, on sait que mais c'est dérogatoire aux règles de la fonction publique, d'une part. Absolument. Et surtout, ils sont très, très, très nombreux. Et puis surtout, quand on a été qualifié par un décision judiciaire de délinquante. Oui, pour deux factures de 24 000 € de taxi. Voilà, donc elle a été condamnée, elle a fait de la prison avec sursis, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a un copinage oligarchique, bien sûr. Alors nous arrivons à la conclusion que Macron n'a qu'une issue, c'est la solution européenne. C'est une fuite en avant. Ouais. C'est là que je voudrais vous entendre pour cette troisième partie, Yves-Marie. Je répète, vous êtes membre du conseil scientifique de l'ICEP, vous êtes rédacteur en chef de la revue Les Cahiers de l'ICEP. Vous nous avez très bien démontré comment il est important de mener le combat des idées. Mais M. Macron, dont vous avez démontré qu'il était un petit peu dans une impasse, tout et rien en même temps, il n'a qu'une échappatoire. C'est aujourd'hui l'Europe. Il rêve d'être un leader européen, mais au fond, c'est un petit peu le petit fiancé de l'Europe. Sauf que pour se fiancer, il faudrait quand même une ou un fiancé. Enfin, soyons à la mode. Vous pensez à Madame Merkel oui, bon. D'abord, la fiancée n'est pas très attractive, mais politiquement, je crois qu'elle est affaiblie. Et puis surtout, qui veut l'Europe en Europe ? Je veux dire l'Europe de Bruxelles, nous sommes bien d'accord. Il y a, je pense, aussi une arrière-pensée intérieure. National. Oui. Il faut retrouver un second souffle. Et je pense que M. Macron a compris, il a compris une chose, parce que je suis certain qu'il ne pense pas vraiment ce qu'il dit quand il parle des nationalistes qui vont le trouver sur son chemin, etc. Qui vont venir le chercher, même. Oui, qui vont venir. Mais c'est ça. Oui, venez me chercher. Je suis pas certain qu'il soit sincère quand il parle. En revanche, il fait une analyse de la situation intérieure en France.
Bon, le Parti socialiste a explosé, les Républicains ne pourront pas renaître, c'est pas possible, ils sont beaucoup trop divisés entre eux. Il y a toute une partie des Républicains qui devraient trouver leur place chez M. Macron, et une autre partie qui souhaiterait l'union des droites, etc. Donc, je vois pas du tout comment les Républicains peuvent renaître dans l'état actuel des choses. Les deux principaux partis, autrefois, de la vie politique française. Reste le Rassemblement national, d'une part, à droite, on va dire, et à gauche, Monsieur Mélenchon. Et il faut donc que Monsieur Macron trouve sa place là-dedans. Et je pense qu'il a choisi une ligne de fracture en se posant comme le chef de file de tous ceux qui veulent remettre en cause l'Europe maastrichtienne, le chef de file de ce qu'il appelle lui-même les progressistes, qui est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, naturellement. Il essaye là de gagner le combat des mots, c'est le combat du vocabulaire très important. Il me rappelle Laurent Fabius qui parlait des forces de progrès quand il cherchait à une dynamique que d'ailleurs Lionel Jospin avait bien mise en marche pour réunir toutes les forces de gauche, si vous voulez, que ce soit socialiste, communiste, écologiste. Je me souviens que la gauche plurielle. Voilà, la gauche plurielle, en face de laquelle il était interdit de constituer une droite plurielle. Et il parlait de forces de progrès. Là, je vois bien que M. Macron cherche un peu la même chose. Et donc je pense qu'il y a une sorte de fuite en avant en attente des européennes pour créer une force politique dont il serait, lui, le fédérateur. Oui, on voit bien. Et puis... à la place par exemple, de Mélenchon, qui est un peu le dernier grand gêneur. Il n'y a rien à gagner, évidemment, du côté du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Mais en revanche, il peut essayer de gratter un peu. Et puis surtout, de créer une fracture, d'accentuer la fracture à gauche et à droite. Absolument, autour de ces questions. C'est étonnant d'ailleurs, parce que c'est bien la première fois, probablement, qu'une campagne de grande envergure, les européennes, c'est toujours un témoin, se fasse autour de cette question des grands mouvements migratoires. Ce sera la première fois quand vous pensez qu'à la dernière présidentielle, le grand paradoxe, compte tenu de l'influence qu'exerçait un certain entourage de Marine Le Pen, le grand paradoxe, c'est que au débat du deuxième tour, on n'a pas du tout parlé d'immigration. On a parlé d'euro. On a parlé que d'euro et d'Europe, etc. Et donc, c'était un peu presque inattendu de la part de la présidente à l'époque le Front National, aujourd'hui du Rassemblement National. Et aujourd'hui, il est clair que ça va être un débat, d'autant que, comme vous le savez, en Europe, dans des grands pays, l'Italie, c'est pas rien, hein, ça n'est plus ce malheureux pays complètement écrasé par l'histoire qui a été la Hongrie, ça n'est plus ça n'est plus l'Autriche. C'est maintenant l'Italie qui troisième PIB européen. Absolument, troisième PIB européen. Donc là, c'est clair que je pense que Emmanuel Macron a trouvé un axe de communication politique. Je pense qu'il y a de l'opportunisme là-dedans. Voilà, j'entends bien, mais est-ce qu'il ne prend pas quand même des risques? Vous disiez tout à l'heure, il ne pense pas ce qu'il dit concernant l'Italie, par exemple. Enfin, il a déclaré la guerre à l'Italie. La sorella latina. Oui, c'est vrai. Et c'est quand même une sœur latine. Alors, disons qu'il joue avec le feu. Quel est l'état d'esprit réel de la France? Bon, M. Macron a eu une brillante élection à 65%. Alors, c'est aussi dû à des réflexes pavloviens qui regardaient le Front National à ce moment-là. Et quel est l'état réel de l'opinion en France autour de ces questions-là? Je pense comme il a avec lui tout le pouvoir métapolitique, il peut espérer quand même gagner cette bataille contre ceux qui s'inquiètent pour l'avenir de l'Europe. Oui, vous avez souligné à juste titre que ce sera la première fois qu'une élection européenne se fera sur le thème de l'invasion migratoire. Mais, justement, l'Europe a révélé son impuissance dans ce domaine. Elle a été incapable de trouver une solution. Ce qui explique Salvini et tous les autres. Salvini, oui, bien sûr. Orban. Mais quand même, là, il y a c'est à charge contre l'Europe. Et les électeurs, même s'il y en a qui croient à cette Europe, ils peuvent espérer quand même qu'on réforme Schengen, ils peuvent espérer... Mais oui, justement, à charge, puisque vous le dites, mais dans un autre sens, j'emploierais cette expression, à charge pour ceux qui vont s'opposer à cette Europe maastrichtienne de faire comprendre qu'il existe une autre Europe possible. Voilà.
que faire un État européen dans l'état actuel des choses, c'est tout à fait illusoire. C'est chimérique. Mais qu'en revanche, on peut faire une Europe des solidarités. Le plus beau cadeau qui a été laissé à ma génération, c'est la réconciliation franco-allemande. Oui. C'est quelque chose de merveilleux. Alors ça, il faut garder absolument cela, mais justement pour éviter que des tensions ne viennent abîmer cette Europe réconciliée et jusqu'à éventuellement la faire exploser. Ça, ce serait très dommage. C'est un risque. Eh bien, c'est un risque. Ce n'est pas exclu du tout. Ça n'est pas exclu parce que le passage en force, disons, des Maastrichtiens a rendu cette Europe complètement négatrice des opinions publiques, oui, des intérêts des peuples. Elle s'est occupée des prises électriques, oui, de choses complètement ridicules, oui, de fromage cru, la taille des concombres, et des bananes, voilà. des lunettes de WC, etc. Mais le problème, il est institutionnel, à la limite. Oui. On pourrait imaginer, je ne sais pas ce que vous en pensez, on pourrait imaginer des coopérations militaires, par exemple. Enfin, ça, c'est plus compliqué oui, avec l'Empire américain. Oui, mais justement, c'est ça le problème. Ouais. Par exemple, la France est au Tchad. Bon, ça lui coûte très cher. Elle est en Centrafrique, elle est ailleurs. Bon, ça lui coûte extrêmement cher. Bon. Or, ce que défend la France au Tchad, ce n'est pas la France, c'est l'Europe. Oui, oui, bien sûr. Oui. Pourquoi les Allemands ne mettraient pas... Ils ont prêté un avion, je crois, ils ont mis un petit peu d'argent, avec les résultats économiques qui sont ceux de l'Allemagne cette année, qui sont époustouflants. Oui, mais je ne suis pas certain que... Alors, nous avons un suzerain. Bon, la fameuse prédiction de Gaulle sur le fédérateur de l'Europe, qui serait les États-Unis, s'est réalisée. Ouais. Donc nous avons un suzerain. Il faut... La politique, c'est l'art du possible. Hein, on ne peut pas s'en débarrasser. C'est difficile. Il faut vraiment être réaliste en politique. La politique, c'est l'art d'essayer de concilier le souhaitable avec le possible. Hein. Donc it is as it is, comme disait Édouard III d'Angleterre. Ouais. Et donc, nous avons un suzerain. Je vois mal ce suzerain quand on sait que 80% des échanges mondiaux se font en dollars, que l'armée américaine engendre des dépenses qui, à elles seules, équivalent à l'ensemble de toutes les dépenses de toutes les autres puissances du monde. Et en augmentation constante, cette année. Absolument. Donc, on peut pas faire comme si nous n'étions pas les vassaux des États-Unis. Et là, évidemment, si vous initiez une politique de coopération militaire entre la France et l'Allemagne, qui sont le moteur de l'Europe, la France protectrice, dont le rôle d'ailleurs militaire va être accru par le Brexit, puisque nous deviendrons la seule puissance nucléaire, par exemple, et l'Allemagne qui est la nourricière, dans une certaine mesure, enfin le leader économique à contester. On pourrait imaginer une Carolingie qui se mettrait en place comme ça. Je ne suis pas du tout certain, bien entendu, que les États-Unis y verraient leur intérêt. Voilà. Donc il faut aussi tenir compte des circonstances. Et les circonstances ne sont pas celles quand même d'un retrait des États-Unis, d'un affaiblissement budgétaire, d'un affaiblissement de la puissance américaine, et finalement America First. Alors, ce que je crois, c'est qu'il faut éviter d'adhérer à tous ces fantasmes sur le déclin de l'Amérique. Je ne l'ai pas vécu comme un fantasme. Oui. Je vois des signes qui me laissent entrevoir disons que l'Empire est moins puissant qu'il ne l'a été. Il n'y a rien de définitif dans l'histoire. La France est la première à le savoir, puisqu'elle a dominé, elle a été la première des nations, et voilà. Et l'Angleterre aussi a été à son tour, après nous d'ailleurs, la première des nations, et on sait ce que c'est que de retourner à une place, disons, honorable, enfin, qui n'est plus la première. Donc on sait bien ce que c'est. Il n'empêche que, certes, l'Amérique est surendettée, mais elle a une monnaie sui generis, comme vous le savez bien mieux que moi. Une vraie monnaie de devise, c'est une monnaie qui est dans une île grande, thalassocratique, avec une puissance militaire. Absolument. Donc l'euro n'a aucune de ces caractéristiques. Absolument. Je me souviens très bien, puisque nous parlons de l'Europe maastrichtienne. J'étais directeur de cabinet de Jean Arthuis, qui était un grand, à l'époque d'ailleurs, de Maastricht, très européiste, qui a rejoint Emmanuel Macron d'ailleurs. Je comprends très bien dans quelle idée il l'a fait. Et lui, quand il a défendu l'idée de la monnaie unique et non pas la monnaie commune de Seguin, lui, il défendait la monnaie unique de Mitterrand, il disait, après cela, nous pourrons libérer
notre commerce en dollars. Il n'avait pas compris qu'une monnaie, ça se fabrique pas comme ça. C'est bien sûr que l'euro est forcément une monnaie importante puisqu'elle est la monnaie de plusieurs grandes puissances économiques unies. Alors après, l'euro peut être en danger. Oui, c'est pas une devise. Elle sert aux échanges européens. Mais vous n'achetez pas de blé, de cuivre, de pétrole absolument, en euros. Absolument, on les achète en dollars. Voilà. Ouais, absolument. Alors, il y a une tentative mondiale de la part des Chinois, la part des Russes, d'essayer de sortir de cet empire du dollar. Enfin, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Après, de grands événements peuvent se produire, mais comme vous le savez beaucoup mieux que moi, que la politique... Non plus que la politique ne sont pas des sciences prédictives. Absolument. Et ce ne sont pas des sciences, d'ailleurs. Oui, alors, bien sûr. Pourtant, on parle de sciences politiques et... Ça, c'est différent. Quand on parle de sciences politiques, qu'on explique à des étudiants ce que c'est que la bureaucratie, la technocratie, c'est une manière d'exposer des choses, vous voyez. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans la science exacte. Non. Nous sommes dans les sables mouvants des sciences humaines. Il n'empêche que ce sont des phénomènes qui se renouvellent, et à ce titre, ils sont scientifiques. Voilà. Ils se reproduisent. Oui, ils se reproduisent, voilà. Eh bien, Yves-Marie Adeline, merci pour vos éclairages. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes membre du conseil scientifique de l'ICEP, rédacteur en chef de la revue Les Cahiers de l'ICEP et auteur, parmi les 35 livres que vous avez écrits, de l'histoire mondiale des idées politiques. C'est Ellipse. Chez Ellipse, oui. Ellipse, bien sûr. Histoire mondiale de la philosophie. Chez Ellipse aussi. Nous avions fait ensemble une émission sur la Grande Guerre mondiale, qui était... ce livre m'a tout à fait passionné. J'en avais, Dieu sait, lu beaucoup sur l'histoire de 14-18. Il m'a encore appris des choses. Il est tout à fait bien ordonné et bien organisé, toujours chez Ellipse. Merci Yves-Marie.